Nous allons glisser doucement de la nationalité, citoyenneté, l'islam, l'Afrique du Nord. Nous allons glisser naturellement vers je ne dis pas une parenthèse enchantée, mais nous allons glisser vers une petite fantaisie sémantique. Nous allons confier l'exécution de cette fantaisie à notre ami l'historien Jean Monneret, qui va nous parler de quelque chose que personne ne connaît, dont personne n'a jamais entendu parler, dont toute trace est absolument perdue, mais qui reste cependant bien vivant dans, je ne dis pas les esprits, je ne dis pas les glottes, je dis simplement les cœurs de beaucoup d'entre vous, et qui est le Pataouet. Jean Monneret, tiens la parole. Merci, Président. Tu m'as touché au cœur direct. Bon, alors, avant de me lancer dans le vif du sujet, il faudrait quand même que je donne quelques précisions sur ce dont j'ai l'intention de parler. Le titre de mon intervention, c'était « Le Pataouet concentré d'histoire », parce qu'à travers la reconstitution, évidemment, rapide de ce parler, on va voir apparaître aussi, je vais essayer de le faire en tout cas, l'histoire même des Français d'Algérie et l'histoire même de l'immigration du bassin méditerranéen qui a produit le peuple nouveau dans un monde nouveau que nous étions. André Lanly, dont je reparlerai tout à l'heure, qui a fait une magnifique étude sur notre langage un petit peu particulier, disait ceci. Il ne fait pas de doute que les Français d'Algérie parlent, il voulait dire dans la rue bien sûr, parlent un français plein de particularités. Les Français d'Algérie, en effet, n'ont pas seulement un accent et un phrasé particulier, leur longue présence au sud de la Méditerranée, de forts courants d'immigration y ont fait naître une quasi-langue régionale. Communément appelée le Pataouet, elle s'est formée d'un assemblage de français, bien sûr, d'espagnol, d'italien et d'arabe. Un semis de mots maltais y est également décelable dans quelques expressions spécifiques. Et ce que je voudrais montrer aussi aujourd'hui, c'est que également, dans le milieu israélite, on pouvait noter la survivance de termes propres issus du dialecte judéo-arabe longtemps pratiqué par cette communauté, notamment à Tlemcen et dans le Constantinois. Ce parler extrêmement répandu dans les grandes villes à prédominance européenne, Alger, Oran, Bonn, Philippeville, bien entendu, présentait des particularités locales. Ainsi, l'impact des dialectes napolitains et siciliens se faisait sentir dans l'Est algérien. Cette influence était aussi sensible à Alger, dans le vieux quartier de la Marine, et également dans un village côtier qui s'appelait Chifalo, Chifalo n'étant que la transcription, la francisation de Cefalù en Sicile. En Oranie, le Pataouet avait tout naturellement des caractéristiques propres, marquées, tout le monde l'aura compris, par l'emploi de termes castillans. J'en donnerai plusieurs exemples tout à l'heure. Gilbert Épinal avait su rendre la saveur des dialogues pittoresques entendus dans les quartiers populaires d'Oran, tant par ses livres que par ses chroniques quotidiennes à la radio locale. Bien que née dans des milieux populaires, cette façon de parler pittoresque était comprise dans toutes les classes de la société. Les élèves des lycées les plus huppés d'Algérie, alors moi j'ai été au lycée Bugeaud, donc je citerai tout à fait naturellement le lycée Bugeaud, mais dans beaucoup d'autres il y en allait de même, il était courant d'entendre les élèves exprimer la crainte de se faire agoper par le surget. Frauder durant un contrôle se disait centré. Une anti-sèche s'appelait un cartouche, et les élèves, trop conformistes, enfin ceux qui se mettaient toujours, qui cherchaient toujours à se mettre dans les bonnes grâces des professeurs, nous les appelions des sbibeurs. Ce mot d'ailleurs n'était pas employé à Oran. Il y a des Oranais qui vont peut-être me dire ce que l'on disait à Oran. Bravo.
Parfait. Nous sommes, alors ça va, nous sommes en terrain de connaissance. Oui, parce que le lycée Bugeaud n'est pas le seul lycée d'Algérie. Ah bah, mais bien entendu. Non, mais qu'on se les donne. Non, mais enfin, Il y avait avant le lycée de la Mauricière. Oui, oui, c'est quand ça. même un lycée Donc, d'excellence et d'élite. Oui, absolument, absolument. Alors, je vous donnerai tout de suite quelques caractéristiques de ce parler patawet, mais il est utile aussi de rappeler, car contrairement à ce que pensent certains, de grands écrivains pieds noirs comme Emmanuel Robles ou Albert Camus ne dédaignèrent pas de consacrer des pages de leur œuvre ou des émissions de radio à ce parler patawet. Je dis bien parler et même phrasé, car on exagère parfois en parlant d'une langue patawet ou d'un dialecte. Ce n'est pas tout à fait cela. Il s'agit, scientifiquement parlant, il s'agit d'un parler, d'un phrasé, si vous voulez. Naturellement, ce matin, on a fait allusion à Auguste de Robinet, dit Musette, et je ferai également allusion au personnage de Cagayus, créé par Musette, et qui, jusqu'à la guerre de 14-18, parce que Cagayus c'est un peu daté dans le temps, jusqu'à la guerre de 14-18, reflétait sans doute, dont le parler reflétait sans doute assez exactement celui qui devait être dans le parler des couches populaires en Alger, avec très marqué par, également à Alger, par des hispanismes, mais aussi par des termes venus des îles Baléares, toutes choses dont j'espère pouvoir vous donner des exemples précis. Je note que, toujours en me basant sur Lanly, il y avait dans la syntaxe du patawet, syntaxe évidemment qui était quelque chose d'assez secoué, modifié, bouleversé, l'usage, je m'inspire de Lanly, l'usage qui était fait d'une manière très large du relatif « que ». Lanly avait indiqué que le relatif « que » avait tendance à remplacer tous les autres pronoms relatifs. Je donne quelques exemples. « Tu permets que je bois ». Évacuation du subjonctif. Tournure fautive, mais assez caractéristique d'un parler populaire. Lanly notait une tendance donc à remplacer tous les pronoms relatifs. « L'enfant que je connais son père ». Évacuation de don. L'école que je t'ai parlé. Et attendez, il y en a encore d'autres. L'école qui va son fils. Et vous voyez, non mais alors, ce sont des exemples pris dans la littérature pied noir, en particulier dans Cagayus. Au moment qu'il tourne le coin de la rue, il tombe sur lui. Alors, vous voyez, là encore, évacuation du pronom relatif ou accent. Ceci peut donner parfois, pour des gens qui ne sont pas habitués, peut donner quelques obscurités du point de vue de la compréhension. Les efforts qu'il a réussi à l'examen. Alors, faites attention, parce que ça ne veut pas dire qu'il a réussi des efforts, ça veut dire les efforts par lesquels il a réussi. Voilà. Donc, je vois que vous me suivez bien. Encore une fois, nous sommes en terrain de connaissance. Alors, également, le présent, l'utilisation du présent à la place du subjonctif, voire parfois à la place de l'imparfait, est assez courante. Je parle toujours d'après Lanly. Le présent, dans le langage patawet, langage éminemment populaire, le présent est en fait omniprésent. Si j'ai envie, je peux gagner. Vous voyez, alors, c'est quelque chose que vous pourriez exprimer autrement. S'il écoute ses parents, il réussit. C'est-à-dire, là encore, on voit une évacuation du conditionnel au profit du présent. On pourrait évidemment multiplier les exemples. Mais ce qui est assez curieux dans ce parler patawet, c'est l'existence de ce que certains linguistes appellent le datif gascon. C'est-à-dire que certains verbes qui sont transitifs et donc
qui en français s'utilisent avec un complément d'objet direct, oui, vont se retrouver affectés d'une préposition à. Exemple, attention à les autres. Quand je vois ça, je me l'empoigne à le cou. Et ça peut aller très loin. Hein. Par exemple, je réentends quelqu'un qui disait j'ai pris en photo à ma belle-sœur. Vous voyez ? Bon, donc, des choses qui nous font sourire. Et alors, certains, à commencer par Lanly, toujours lui, voient dans cette façon de s'exprimer une substitution à l'espagnol al, del, alos, delos, oui, etc. Bon, autre expression où, si vous voulez, la marque espagnole est très claire, c'est cette expression courante chez les Pieds-Noirs, moi de toi, c'est-à-dire moi à ta place. Et on retrouve yo de ti, évidemment. Le médecin m'a dit, moi de vous, je prendrai un congé. C'est le médecin qui a dit ça. Alors, mais ceci ne se limitait pas, alors, pardon à mes amis oranais, mais ceci ne se limitait pas à l'oranais. Et nous avions dans l'Est aussi le même phénomène, très connu parce que Bruat, par la parodie du Cid, lui avait donné un retentissement, si j'ose dire, national et international. Et nous avons, là, ce sont les tournures d'inspiration italienne et plutôt du sud de l'Italie, voire franchement napolitaine. Comme le dit Lanly, que je me permets de citer encore une fois, les immigrés, donc venus d'Italie ou d'Espagne, devenaient eux-mêmes des Français, apprenant à parler la langue en même temps que l'espagnol ou l'italien qu'ils possédaient, et en venant à abandonner progressivement les langues de leurs ancêtres. Mais celles-ci ont reculé lentement, non sans marquer profondément le français parlé. Un type humain et social nouveau, comptant encore bien des nuances, possède ainsi un langage original présentant des dosages variés d'éléments étrangers. Exemple de ce bilinguisme hispano-français dont j'ai déjà parlé, Lanly cite cette expression très caractéristique, paraît-il, de l'Oranie, « elle a qu'à pousser ma biloche ». Tout le monde aura compris qu'il s'agit du cerf-volant. Voilà. Mais vous auriez des exemples également de ce genre dans l'Est algérien, dans la zone de Bonne-Philippeville, où les influences italiennes sont nombreuses. Ainsi, dans Château au Soleil, Robert Napoléon en donnait quelques exemples. Tonton, alors il avait un personnage qu'il appelait Tonton le Tselouz. Tselouzo, en napolitain, signifie ladre, radin, pingre, etc. Donc, Tonton le Tselouz, c'était Tonton le radin. Tout le monde connaissait, je crois même en Alger et peut-être aussi en Oranie, l'expression aouf, pour dire à l'œil, gratos. D'où le mot construit sur aouf, aoufiste, qui signifie, bien sûr, resquilleur. Alors, nous pourrions continuer comme ça, mais je voudrais, un des aspects, à mon avis, capital de cet exposé que je vais vous faire, c'est d'expliquer aussi que l'influence de l'arabe, des mots arabes dans le parler des Européens d'Algérie était tout de même considérable. Je le dis parce que très souvent, certains me disent « Oh non, le mot arabe, c'était juste... bon, il y avait 2-3 mots, couscous, zalabia, etc. » Mais ça allait beaucoup plus loin que ça. Et en fait, il y a eu, qu'on le veuille ou non, une rencontre de langues, de cultures, parce que tout de même, si on fait le compte de ce qui pouvait se dire couramment dans la rue, à l'école et sur tous les lieux où les gens se rencontraient et échangeaient des propos divers, il y avait quand même une certaine... comment dirais-je, il était courant, en quelque sorte, que les mots arabes apparaissent, transparaissent, et beaucoup plus qu'on ne pense parfois. D'abord, pourquoi des mots arabes? Parce que certains vont me dire, et le berbère. Mais il se trouve justement que les Européens étaient moins nombreux dans les zones berbères. Si bien que, à l'exception du mot, rares étaient les moins berbères qui ont pu influencer, à mon avis, le parler européen. À l'exception peut-être du mot arioul,
qui en kabyle signifie bourricot, pluriel iryulen, et mot que j'ai entendu encore employé récemment, non pas par des Européens d'ailleurs, mais par des déménageurs qui étaient tous originaires de Kabylie. Non pas pour parler de moi, mais pour parler d'un de leurs copains qui n'arrêtait pas de faire des bêtises dans ce déménagement. Donc la géographie a donc des conséquences qu'il est difficile d'effacer ou de réduire. Le parler donc européen marqué, disais-je, par des vocables arabes divers, je pense par exemple au terme bagali. C'est un mot qui était extrêmement répandu, parfois au sens figuré, et nombre d'Européens, nombre de pieds noirs disaient qu'est-ce que c'est que ce bagali, en parlant de la bouillasse, par exemple, sur un terrain, ou alors parfois d'un désordre. Vous entriez dans une maison où le parterre, tiens, où le sol était sale, mal entretenu, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce bagali? Il va falloir m'enlever ça, tout ça. Alors bagali vient tout simplement de l'arabe. Barli, en arabe, barli, c'est du mortier, tout simplement. Il s'agit d'un mélange plus ou moins pâteux, voire poisseux. Et c'est pourquoi d'ailleurs le terme de bagali va être employé dans des mots dans la littérature patawet avec ce sens de bouillasse, crasse et parfois poisse ou même, si vous voulez, jusqu'à malédiction. Également le mot taïeb, taïba, qui était moins, à mon avis, qui avait cessé d'être vivant à mon époque, mais qu'on trouve dans la littérature un peu, alors d'abord employé par Kagayous très couramment, mais aussi dans L'homme de mer. Il y en a de nombreux exemples. Alors taïba veut dire bien cuit, bien cuite. Et puis, ça prend un sens. Par extension, ça prend le sens de formidable, génial, etc. Donc, dans L'homme de mer, Paul Achard cite cette expression. Paris, en ce moment, c'est taïba. Voilà. D'autres mots peut-être moins familiers, mais qui étaient employés quand même dans le vocable des Européens, mezlout, pour dire fauché. Alors, fauché, vous avez ça dans Kagayous à tout bout de champ. Et c'était resté vivant parce que je me souviens de l'avoir entendu quand même à mon époque employé quelquefois, mezlout. Je peux pas aller au cinéma, je suis mezlout. Et ça se disait par des Européens. Moins connu peut-être également Mzambot, que l'on trouve, Mzambot étant une déformation alors par les Européens, parce que souvent les Européens déformaient les mots arabes. Mzambot qui vient en fait du dialectal Mzambol. Autre exemple alors de l'emploi de mots arabes dans le parler européen, c'est assez répandu également. Alors, quelques euphémismes pour désigner des choses que parfois, en particulier comme euphémisme sexuel, ou alors, pour prendre un exemple un peu plus neutre, je pense au mot torche qui signifie sourd. Alors, plutôt que de dire que celui-là, il est sourd, parce que c'est quand même un handicap qui peut, j'allais dire stigmatiser, l'expression torche, il est torche, ça veut dire, il est sourd, quoi. Mais enfin, on pensait que peut-être il ne comprendrait pas le mot en arabe, donc ça le vexerait moins. Vous voyez, des choses comme ça. Mais je crois que c'est plus courant d'employer des termes arabes, mais alors comme euphémisme sexuel. Devant une assemblée aussi distinguée que la vôtre, je ne peux pas me permettre de donner beaucoup d'exemples, mais tout de même, Kagayous employait souvent le mot ziza. Les ziza, pour lui, ce sont les seins, n'est-ce pas, de la femme. Vous voyez, le pluriel arabe étant zizet. D'autres fois, c'est le mot terma qu'il va utiliser, Kagayous, terma, pour signaler la croupe. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus. L'anatomie masculine pourrait être mise à contribution également de ce chef, mais je m'en dispenserai. On peut retrouver ça dans ceux parmi vous qui lisent Kagayous ne manqueront pas de retrouver maints exemples. Mais ce qui me paraît intéressant aussi, c'est de signaler que
il ne faut pas négliger les survivances des parlers judéo-arabes, alors dans le milieu israélite, mais qui parfois essaimait également dans tout le milieu européen. Tout le monde, ou je pense beaucoup de gens, ont dû entendre parler de Roland Bakri, qui n'est plus parmi nous. Et ce cher Roland Bakri a écrit des livres tout à fait intéressants, en particulier Le Trésor des racines patawètes. Et il a aussi écrit un petit livre, ce qui n'est pas un roman, mais enfin qui est un récit dans lequel il mêle beaucoup de mots patawètes. Et ce récit s'appelait d'ailleurs Les Rois d'Alger. Alors on y voit très fréquemment revenir une expression qui est très, très répandue chez beaucoup de nos compatriotes juifs, c'est Tiasardek. Alors Tiasardek, c'est quoi? C'est une façon de prononcer d'une manière simple une expression arabe qui est un peu plus compliquée, Iteyih Sadek, c'est-à-dire qu'il abaisse, que Dieu évidemment abaisse ta chance, c'est-à-dire en fait c'est une malédiction. C'est quand on dit ça à quelqu'un, c'est vraiment qu'il abaisse ton bonheur, donc quelque chose de grave. Très souvent dans les rois d'Alger, Bakri utilise également le mot Hazan. Alors il ajoute la Hazan, vous savez, racine H-Z-N, Hazan qui désigne le deuil, la tristesse. Lui, il l'utilise comme un adjectif et ça devient cette Hazan d'échelle, c'est-à-dire cette satanée échelle, cette cochonnerie d'échelle, enfin tout ce que vous voudrez. Également, terme très employé chez Roland Bakri, que moi j'ai souvent entendu aussi chez les Européens d'Algérie, c'est Mawej. Il disait souvent Mawej. Mawej n'est que la reproduction d'un terme arabe, Mawej. Et Mawej, que lui il francisait en Mawej, ça donnait quelque chose comme le temps aujourd'hui il est Mawej. Mais chez les Européens, vous entendiez souvent dire celui-là il a les yeux Mawish. On en arrivait à dire les yeux Mawish parce que ça voulait dire qu'il a les yeux qui fonctionnent pas très bien, quoi. Et en somme, il voit pas clair. Ou alors tel type, moi ce pantalon qu'il a, elle a un pantalon complètement Mawish. Voilà. Et pour finir, il y avait également, j'ai noté ça dans le milieu israélite, mais alors plutôt dans la région de Tlemcen, on continue à employer un mot turc pour désigner un plat de tripes qui s'appelle l'ashkamba. Alors ça dit peut-être quelque chose à certains d'entre vous, mais c'était assez curieux du point de vue linguistique parce que c'est un mot turc qui avait subsisté dans le parler local et que l'on entendait plus ou moins souvent. Eh bien, voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Je crois que j'arrive au temps fatidique. Je dois rendre l'antenne. Est-ce que, cher Président, vous me donneriez 2 minutes encore? Plus que ça. Alors, vous savez que le patawet a beaucoup, c'est un langage qui s'est beaucoup, comment dirais-je, épanoui, si j'ose dire, dans la parodie. Alors, il a eu la parodie du Cid, bien sûr. On a ce matin parlé de notre camarade Fulgence, qui avait fait aussi des parodies de Phèdre. Il avait écrit donc Phèdre au pied noir. Alors moi, modestement, j'ai lancé un défi encore plus élevé, c'est-à-dire que j'ai fait une petite parodie du monologue de Hamlet. Donc, de sorte que si je le retrouve, vous devriez rigoler. Alors, je rappelle d'abord ce que c'est que le monologue d'Hamlet, parce que tout le monde n'a pas forcément... tout le monde a entendu dire « to be or not to be, that is the question ». Mais je vous rappelle ce qu'est le début de ce monologue. Être ou ne pas être, voilà la question. Savoir s'il est plus noble de souffrir en son âme les flèches et les coups de la fortune hostile, ou bien de s'insurger contre un océan d'ennui et d'y mettre fin par la révolte. Mourir, dormir, pas davantage. Et se dire que par un sommeil, on met fin à la peine du cœur, aux 1000 contusions du corps, qui sont la loi de la chair, c'est une conclusion à souhaiter dévotement. Mourir, dormir, rêver peut-être. Alors, traduit en patawet, voilà ce que ça donne.
To be or not to be. Être ou ne pas être, rien que je m'interroge. Qu'est-ce que c'est plus mieux? De rester comme une bova sans rien faire, ou sinon, de se monter le bœuf, de se taper une rabia et de leur donner le compte. Mais alors là, adios la casserole. Mourir, dormir, pas plus. Au moins, quand tu dors, manco, tu t'occupes de rien. Qui est mieux que toi? Mourir, dormir. Dormir, ah ouais, balek, en même temps tu rêves. Alors là, fille, sans tension, hein, que quand tu rêves, à savoir où tu vas. Bon, voilà. Moi, je trouve que terminer sur Shakespeare, il faut quand même être gonflé. Ah ben, si on avait le temps, je me suis attaqué à Marcel Proust aussi. En tout cas, on est allé dans les racines profondes de ce langage. Mais il faut reconnaître à Jean Monneret une autre qualité que celle de son extraordinaire maîtrise de ce code, ce qui est un code. Il faut lui reconnaître quand même, peut-être c'est pour ça qu'il termine par Shakespeare, il faut lui reconnaître une certaine distinction raideur anglaise. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Prends-le comme tu veux, mais tu te le gardes. Et il n'appartient qu'à quelqu'un qui a ce recul par rapport à ce langage de pouvoir s'exprimer finalement avec autant de détachement. Ce qui me frappe chez vous, c'est ce détachement par rapport à ce langage, comme si vous l'aviez appris bien après que vous l'ayez vécu. C'est ça qui était intéressant. C'est qu'en fait, vous l'avez assimilé et finalement, vous l'avez transformé dans un autre sens. Vous lui donnez un sens quasi métaphysique. Parce qu'au-delà de la linguistique, il y a quand même une réflexion sur la condition humaine. Et cette réflexion, vous avez réussi à nous la faire passer avec un sens de l'humour, avec aussi, je crois, un engagement qui vient de loin et que vous avez su dominer et dompter. Et c'est de cela, vous avez donné finalement au Pataouet des lettres de noblesse, alors que jusqu'à présent, il était plutôt considéré comme une espèce de déchet linguistique. Vous lui avez donné ces lettres de noblesse, vous l'avez établi à un très haut niveau, et c'est, je dois vous dire, la raison pour laquelle nous vous avons invité à ce colloque. Merci. Tout l'honneur était pour moi. Eh bien, dans le cercle des poètes disparus, nous laissons Jean Monneret. Nous allons passer à un autre exercice qui est moins plaisant, mais tout aussi fondamental, et peut-être même plus aussi, parce que on rentre dans ce que j'appelle les poisons mémoriels, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles la fin du drame algérien se noue. Et l'affaire des disparus est une affaire tout à fait capitale. C'est une affaire qui ressort, en fait, qui vient de très loin et qui a été oubliée pendant longtemps. Il a fallu à un certain nombre de personnes beaucoup de courage, beaucoup d'acharnement pour à la fois surmonter leur chagrin, surmonter leur peine, surmonter le mur d'indifférence, surmonter le mur d'ignorance et arriver dans un territoire qui n'avait pas été exploré et qui est celui du drame de la disparition. Je dois rendre hommage à Colette Ducossader, qui est là et qui a fait pendant toute sa vie ce travail de recherche et de sentinelle et de témoin. Et puis, il faut bien qu'à un moment, ces sentinelles et ces témoins soient relayés par les historiens et que la mémoire devienne de l'histoire. Et nous devons à Jean-Jacques Jordi d'avoir entrepris ce travail de transformation, de transmutation, presque une alchimie
transmutation de la mémoire en histoire. Et le professeur Jordi est devenu un véritable témoin de cette affaire et une référence dans cette affaire, une référence française et une référence nationale. Donc je lui donne la parole avec beaucoup au fond, de sympathie d'abord, et en le remerciant par avance de son intervention à nos côtés.